Depuis le lancement de ce podcast, j'ai reçu pas mal de commentaires de personnes qui souhaitent développer leur patrimoine immobilier, qui est un pilier d'enrichissement dont on parle régulièrement ici, mais qui hésitent encore à passer à l'action, freinés par les peurs de se planter ou le manque de temps disponible pour s'occuper des projets de rénovation. Si tu te reconnais dans cette description, je serais ravi de te recommander une société d'investissement locatif clé en main qui s'appelle revenulocatif.com, que j'ai le plaisir de compter comme sponsor de ce podcast. Ce qui est bien avec Revenu Locatif, c'est qu'une fois le mandat lancé, les équipes s'occupent de tout, de l'analyse de ton projet, de la recherche de biens rentables dans la région Île-de-France où ils sont spécialisés, des travaux de rénovation, de la gestion locative, le tout avec un devis forfaitaire précis, sans surprise, comme on les aime, et un suivi régulier des avancées des travaux. Je suis moi-même client de la structure avec une opération actuellement en cours, et j'apprécie beaucoup la relation avec l'équipe dont tu connais certains membres qui sont passés ici sur le podcast. Bref, si ça t'intéresse, je te les recommande vivement et je t'invite à te rendre sur le site revenu avec un S, locatif avec un S.com/action et de remplir le formulaire. N'hésite pas à mentionner que tu viens de ma part, tu seras bien reçu. Parce que le fait de ne pas déclarer un compte d'actifs numériques ouvert, détenu, fermé à l'étranger, c'est 750 € par compte par année de non-déclaration. Il n'y a pas de seuil, justement. C'est volontairement flou par le fisc pour éviter ce qu'on appelle les effets d'aubaine. Parce que t'imagines que si on disait si vous faites plus de 100 trades par an, vous êtes considéré comme habituel. Tout le monde ferait 99 trades. Et donc si derrière c'est réinvesti sur un shitcoin qui se retrouve à zéro, faudra payer des impôts sur quelque chose qui vaut plus rien, malheureusement. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Que tu aies commencé à investir dans les crypto-actifs au début du bull run de 2020 ou même plus tard, tu as forcément dû réaliser des gains, parfois même importants, que tu entends bien utiliser dans l'économie réelle. Or, face aux tracasseries que t'a donné ta banque pour transférer tes fonds au départ pour acheter tes cryptos, ou face au montant important que tu t'apprêtes à prélever, tu te demandes comment sortir cet argent pour être perçu de la part de la banque ou de l'administration fiscale aussi. Car si la fiscalité sur les revenus issus de l'immobilier est à peu près connue aujourd'hui, la fiscalité sur les crypto-actifs, elle, paraît toujours assez floue et complexe. Et pourtant, en tant qu'investisseur avisé, il va te falloir tôt ou tard comprendre au moins les bases de la fiscalité appliquée à l'utilisation des cryptos pour s'éviter les mauvaises surprises. Alors ça tombe bien car en tant qu'administrateur du groupe d'entraide Fiscalité Crypto FR, un groupe qui compte plus de 7000 membres sur Telegram, Jimmy Devassine, notre invité du jour, est en première ligne des questions des investisseurs liées à la fiscalité sur les crypto-actifs. Il est également contributeur de fils de réflexion et d'ouvrages de référence sur le cadre fiscal lié aux cryptos. Il va donc pouvoir nous éclairer au cours d'un entretien où on verra d'abord le cadre de la fiscalité crypto en France, puis les principaux faits générateurs de fiscalité dans l'activité du trader occasionnel ou habituel, et enfin les questions les plus fréquentes auxquelles Jimmy et ses collègues répondent régulièrement sur son groupe Telegram. Parmi tous ces sujets, on verra notamment quelles sont les forces influentes pro- et anti-crypto, que ce soit au sein du gouvernement ou de lobbies bancaires et industriels en France. Quelles sont les différences dans l'application de la fiscalité selon qu'on ait une activité occasionnelle ou habituelle? Quel est le moyen de sécuriser ces gains crypto sans générer de l'imposition sur la plus-value? Quels sont les faits générateurs de fiscalité dans les activités périphériques à l'achat-revente de crypto, c'est-à-dire le minage, le lending, le staking, airdrop, etc. Comment considérer les moins-values aussi, avec une petite astuce pour pouvoir les déduire de tes plus-values? À partir de quand peut-on s'attendre à un contrôle du fisc? Et comment s'y préparer pour apporter les justifications nécessaires le cas échéant? Enfin, quelles sont les principales questions des investisseurs pendant la déclaration 2021? Et quel enseignement tu peux en tirer? Un épisode cette semaine bien fourni en notes et références que je te conseille d'écouter à tête reposée avec un carnet dans la main. Et si l'univers des cryptos t'est encore complètement étranger, je te conseille de te replonger dans les épisodes 20 et 43 du podcast où on pose quelques bases. Avant de commencer, je voulais remercier les personnes qui ont soutenu ce podcast au travers de commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Podchaser qui est sous Android,
ou de messages sur le compte Instagram investisseur 4.0 ou par email à paco@investisseur avec un s 40.com. Un grand merci à Sabrina, Mister To, Will Ing et Sashna pour vos commentaires 5 étoiles cette semaine. Je suis ravi que le podcast puisse vous aider à démarrer et pour certains à passer à l'action. Merci aussi aux personnes qui ont interagi sur un sondage Insta à propos de la stratégie d'Alex du Club des Rentiers qu'on a reçu la semaine dernière, qui ne croit pas vraiment au cash flow mais plutôt au remboursement rapide de biens et d'arbitrage. Des réponses très intéressantes qui ont montré qu'il y a une team cash flow et une team patrimoniale, même si beaucoup ont compris que utiliser de manière complémentaire et à bon escient, ça pouvait être deux méthodes qui pouvaient être très, très intéressantes et très puissantes. Merci donc à Romain, David, Toto Imo, Vince, Quentin, Marco, Kevin, Jérémy, Carrie, Thibaut, Empire Invest Paris, Veryblog Trip et Aurélien pour vos réponses, c'était très cool. Et puis il y a Investisseuse culottée sur Instagram qui nous a rejoint et que je salue aussi ici. Bienvenue à toi. Allez, sans plus attendre, on plonge dans notre entretien du jour sur la fiscalité crypto avec Jimmy. C'est parti. Salut Jimmy, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Salut Paco, salut à tous les auditeurs. Merci beaucoup d'être là et je te remercie d'avoir accepté de participer en fait à ce sujet un peu casse-gueule qui est la crypto, enfin la fiscalité dans la crypto. Déjà la fiscalité c'est un peu casse-gueule, mais la fiscalité crypto c'est encore plus encore plus osé. Donc merci beaucoup d'être parmi nous. C'est un grand plaisir et je vais essayer d'être le plus clair et le plus didactique possible. La fiscalité, c'est pas forcément évident. Il y a beaucoup de termes qui sont spécifiques à la fiscalité, donc au droit fiscal. Mais je vais essayer d'être le plus simple possible dans mes réponses à tes questions. Super. Mais peut-être avant toute chose, juste pour que les gens apprennent à te découvrir, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter auprès des gens qui te connaissent pas en fait? Alors, je vais essayer de me présenter rapidement. J'ai un parcours un peu atypique. À la base, je suis scientifique. Donc, mon premier job, c'était au sein du CNRS, plutôt classe. Après, je suis parti dans le privé où j'ai plutôt travaillé dans la sécurité alimentaire. Donc, rien à voir avec la science de prime abord. Mais voilà, pendant mes études, j'ai pu faire du conseil. Ça m'a beaucoup plu. Donc, quand j'ai eu l'opportunité de partir dans le privé, j'ai continué sur le conseil. Et je vais dire après à peu près 10 ans de carrière, j'ai voulu essayer de changer d'air. J'avais un peu l'impression d'avoir fait la boucle, quoi. Et comme défi, vu que je m'intéressais à titre personnel aux investissements, aux placements et tout ça, j'ai décidé de reprendre les études pour devenir conseiller en gestion de patrimoine. Donc moi qui n'avais jamais fait de finance, j'ai fait un master 1, master 2 en gestion de patrimoine. Et c'est pendant cette reconversion professionnelle que je suis retombé sur les cryptos. Je dis retombé parce que j'ai aussi un côté geek. Mon premier contact avec les cryptos, c'était par le mining. Et j'avais gardé ça en tête, que c'était un truc d'ordinateur, sans du tout avoir vu l'aspect financier, l'aspect technologique ou l'aspect spéculatif à l'époque. Voilà, donc j'avais un copain qui faisait ça et c'était vraiment mon premier contact avec les cryptos. Quand je suis arrivé en gestion de patrimoine, qu'on a commencé à parler diversification, donc c'était dans les années 2017 où ça commençait à bien monter. Du coup, moi, je me suis replongé dedans et j'étais vachement surpris de voir que dans mon cursus, on considérait les cryptos encore avec des gros stéréotypes, comme il y a encore maintenant finalement, que c'est lié au dark web, que c'est le blanchiment, le terrorisme, etc., que c'est une bulle. Et puis au final, on voit bien que d'année en année, le Bitcoin et les autres crypto-monnaies consolident leur place comme possibilité de diversification. Et depuis maintenant un peu plus d'un an, je ne suis plus que dans les cryptos. J'ai quitté la banque pendant le confinement et je ne fais plus que ça, et principalement donc sur le chan Telegram CryptoFisca FR où je suis modérateur. D'accord. Sur la partie conseiller en gestion de patrimoine, du coup, t'as exercé pendant combien d'années et du coup, quel type d'activité tu exerçais? Est-ce que c'était peut-être aussi est-ce que ça t'a un peu appris aussi par rapport à la fiscalité notamment, ou est-ce que ça donnait des informations sur ce sujet-là? Alors pour le lien avec la Fisca, alors moi j'aimais beaucoup la Fisca dans mes cours.
C'était, je crois que c'est la matière où j'ai eu la meilleure note. Mais vraiment, c'était une de mes matières que j'aimais beaucoup, la fiscalité des particuliers. J'ai très peu fait la Fisca Pro. Quand j'ai commencé mes stages dès mon master 1, en fait, mes collègues ont senti que j'avais une certaine aisance avec le droit et la fiscalité. Donc, quand ils avaient des questions ou des soucis ou des clients qui avaient des demandes très spécifiques, ils n'hésitaient pas à venir me voir et me dire, voilà, j'ai ça, tel client qui fait du foncier, il est un peu perdu, tel client, il fait ça, voilà, il comprend pas pourquoi le prélèvement libératoire, il est d'autant, est-ce que tu peux regarder? Donc voilà, et c'est vrai que ensuite, pendant mon alternance et puis quand j'ai exercé en agence, voilà, quand il y avait des questions fiscales, c'était vers moi qu'on se tournait et les clients n'hésitaient pas justement quand ils étaient qui comprenaient pas certaines choses sur la fiscalité. J'étais moteur sur les réponses et c'était du conseil gratuit et ça les clients aiment beaucoup. Et du coup, j'ai gardé cette fibre fiscale et quand je me suis réintéressé aux cryptos donc dans les années de 2017-2018, moi, en tant que futur conseiller en gestion de patrimoine, je me suis posé la question de la fiscalité. Quelle est la fiscalité des cryptos? J'ai envie d'investir, voilà, je pense à la fiscalité. Et c'est comme ça que je suis tombé d'ailleurs sur le chat Telegram. Et c'est à force de participation, de montrer que ce que je disais, c'était construit, c'était justifié, en allant chercher dans les textes, en allant chercher des jurisprudences. Enfin, il y en a très peu, mais voilà. Le rapport du Conseil d'État, donner un peu mon avis personnel sur les différentes questions qu'il peut y avoir. C'est comme ça que je suis devenu modérateur. D'accord. Quand tu étais conseiller en gestion de patrimoine, est-ce que tu conseillais des clients qui avaient eux-mêmes des problématiques fiscales ou en tout cas liées aux crypto-actifs pour ces clients-là, ou c'était vraiment à titre personnel que tu t'intéressais à la fiscale dans les cryptos? Alors, au cours de ma courte expérience en banque, j'ai eu aucun client exposé en crypto. J'ai eu des questions, mais qui tournaient plus sur la volatilité, le risque, voilà. Mais questions purement fiscales et crypto, j'en ai jamais eu. À la base, mon mémoire de Master 2, je voulais le faire sur les cryptos. J'ai pas pu le faire parce que le sujet correspondait pas à la thématique que souhaitait la banque qui m'accueillait pendant mon alternance. Mais c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé faire un mémoire sur la fiscalité des cryptos à l'époque, vu que on allait avoir la loi Pacte, qui est un peu la pierre angulaire désormais de la fiscalité crypto en France. Et c'était vraiment pour moi un événement assez important du point de vue fiscal et aussi du point de vue crypto, parce que souvent on entend dire oui, mais la réglementation c'est un frein au développement. Ouais, mais la réglementation pour moi ça indique qu'il y a une part d'acceptation beaucoup plus forte de la présence des crypto-monnaies dans le monde financier. Sinon, on s'embêterait pas à faire de la régulation, tout simplement. Ouais, non, tout à fait. Et je te rejoins tout à fait. Et c'est vrai que, tu mets le doigt sur quelque chose d'important, qui est que la fiscalité en crypto est quelque chose de très très neuf. Et donc c'est pour ça que, tes clients à l'époque en banque peut-être se posaient pas la question de la fiscalité parce que tout simplement elle n'existait pas. Aujourd'hui, est-ce que tu as cité la loi Pacte au niveau du cadre légal, réglementaire qui régit la crypto? Il y a la loi Pacte, il y a eu d'autres choses qui sont venues après, derrière. Quel est le cadre globalement en fait qui régit l'utilisation des cryptos aujourd'hui? Alors, si je dois faire un résumé rapide, avant la loi Pacte, en gros, je vais faire une petite chronologie, ça sera plus simple. Avant 2014, il y a rien dans les textes. Mais quand je dis rien, c'est rien. Tu trouveras pas crypto-monnaie, tu trouveras pas Bitcoin. Il y a une information dans la doctrine fiscale. Donc la doctrine fiscale, c'est pas la loi. C'est un peu l'interprétation de la loi, une aide que va rédiger l'administration fiscale pour faire appliquer la loi. C'est un peu un guide, si tu veux. C'est ce qu'on va appeler le BOFIP. Tout le monde peut aller le consulter. C'est du droit, donc c'est pas forcément intelligible. Des fois même, on se perd dans les textes. Mais faut attendre 2014 pour avoir quelque chose dans la doctrine qui va considérer que celui qui va vendre de façon habituelle des bitcoins
va être imposé en BIC, donc en BIC. Ce sont les bénéfices industriels et commerciaux. Et ceux qui sont occasionnels sont imposés en BNC, donc c'est les bénéfices non commerciaux. Donc ça, c'était, je répète pour les auditeurs, ça c'était avant. C'était pas forcément logique pour les occasionnels, mais on peut voir déjà qu'à l'époque, il y avait cette distinction entre une activité habituelle, une activité occasionnelle qu'on retrouve aujourd'hui. Sauf que la grosse différence, c'est que d'un côté, c'est les BIC et pour les occasionnels, c'est les BNC. Alors pour ceux que ça parle pas du tout, quand on gagne de l'argent, qu'on a un revenu, on est imposé sur son revenu de son salaire, quand on est salarié. Donc ça passe à ce qu'on appelle à l'IR, donc l'impôt sur le revenu. Mais tous ceux qui touchent des revenus sont pas forcément salariés. Si on prend une profession libérale, un médecin par exemple, ses honoraires vont rentrer dans les BNC, les bénéfices non commerciaux. À l'inverse, un chef d'entreprise, lui, va générer des BIC, donc des bénéfices industriels et commerciaux, ou un commerçant. C'est la même chose. Par exemple, pour les agriculteurs, ça sera des BA, des bénéfices agricoles. Donc, toutes ces classifications retombent au final dans l'IR, mais il y a des déclarations spécifiques, avec des formulaires spécifiques. Donc ça complexifie un peu le truc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais bref, à l'époque, en 2014, on avait les BIC et les BNC. C'était pas forcément logique pour les BNC. Quand les cours ont commencé à augmenter en 2017, des gros portefeuilles ont saisi leurs avocats pour que ça remonte au Conseil d'État et que ça fasse des modifications dans la loi. En 2018, le Conseil d'État a fait annuler plusieurs choses dans la doctrine, dont le fameux BNC pour les occasionnels. Ce qui fait que à partir de 2017 et jusqu'à la loi Pacte, donc au 1er janvier 2019, là le fait de vendre, d'échanger des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies rentrait dans les biens meubles. Le bien meuble, c'est le bien que tu peux revendre comme tu veux, à la différence d'un bien immobilier qui est immeuble, qui ne peut pas bouger. Donc ces biens meubles, le gros avantage que ça avait à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas de déclaration en dessous de 5 000 € de cession. C'est-à-dire si sur l'année fiscale, enfin même pas, c'était par session, donc tu pouvais faire plusieurs sessions inférieures à 5 000 € sans devoir déclarer, avant la loi Pacte. Si tu faisais des sessions supérieures à 5 000 €, là, fallait déclarer. Mais tous les trades rentraient dans le calcul de la fiscalité. Même si tu restais en crypto-monnaie et que tu générais des fonds, ça pouvait être taxé quand tu le faisais au-delà de 5 000 €. Mais c'était vraiment compliqué. Donc, beaucoup de gens ne le savaient pas. Beaucoup, à l'époque, ont fait des retraits sans que finalement ça se voie. Et ensuite, il y a eu la loi Pacte. Là, la loi Pacte a fixé un cadre avec des définitions qui sont dans le Code monétaire et financier. Qu'est-ce que c'est qu'un actif numérique? Mais ça a posé un cadre seulement pour l'activité d'achat et revente de crypto-monnaies. Depuis, on sait qu'il y a énormément de choses qui se sont développées. Le staking, le lending, le learning, le farming, etc., etc. Tout ce qui concerne la finance décentralisée. Tout ça, c'est pas dans les textes. Donc, il y a énormément de zones de flou encore sur ces éléments-là. La seule chose qui est vraiment concrète, si je puis dire, dans les textes, c'est l'achat-revente d'actifs numériques à titre occasionnel. Donc, depuis le 1er janvier 2019, quand tu achètes et que tu revends de la crypto-monnaie à titre occasionnel, tu subis la flat tax sur tes plus-values. D'accord. Donc finalement, si je t'entends bien, en fait, depuis janvier 2019, l'application de la loi Pacte, il n'y a pas eu de texte notable qui change la façon dont les cryptoactifs sont fiscalisés. On est toujours régi aujourd'hui par la loi Pacte, janvier 2019, quoi. C'est ça, c'est l'article. Donc dans le CGI, le Code général des impôts, c'est le 150 VH bis. C'est lui vraiment qui pose le fonctionnement, et ensuite tu as des détails. Alors j'ai pas les numéros en tête, mais dans le BOFIP, parce que le BOFIP c'est des chiffres et des lettres, donc c'est compliqué à retenir comme ça. Mais tu as le détail
du fonctionnement déclaratif et d'imposition dans le BOFIP. Le texte de loi, le 150 VH bis, c'est vraiment pour poser le cadre global. D'accord, ouais, non, c'est clair. Ce que je voulais voir avec toi aussi, c'est en termes de... Parce que tu mentionnais qu'il y avait eu, du coup, depuis 2014, des changements dans la loi. C'était un truc qui est intéressant. Tu parlais des grands comptes qui avaient fait pression auprès du Conseil d'État pour qu'il y ait une régularisation, un éclaircissement qui soit fait. Quel est aujourd'hui, parce qu'on imagine qu'il va y en avoir et on en parlera d'évolutions futures sur la fiscalité en crypto, quelles sont les forces peut-être que tu vois en jeu? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gros comptes justement, des grosses fortunes? Enfin, la fiscalité, elle est formée, elle se crée en fonction de quelles forces qui sont mises en mouvement. C'est uniquement politique ou un petit peu aussi politique et puis des enjeux financiers derrière. Enfin, qu'est-ce qui fait que finalement l'administration fiscale décide de faire tel ou tel choix? Est-ce que c'est basé sur la volonté de faire entrer des revenus pour l'État uniquement, ou est-ce qu'il y a des lobbying derrière qui font un petit peu pression pour changer telle ou telle chose? Alors je pense que effectivement la première force ce sont les lobbies, clairement. Alors pour l'époque 2017-2018, j'ai pas forcément l'information exacte, étant donné que j'étais pas entièrement dedans à l'époque. Et du coup, voilà, c'est les articles que j'ai pu lire où je sais que il y a des cabinets d'avocats qui ont saisi le Conseil d'État. Effectivement, c'était pas pratique, ça favorisait pas le développement de l'économie crypto à l'époque. Donc ça paraissait logique. Aujourd'hui, on se rend bien compte que le cadre a été posé et j'ai envie de dire, et voilà. Il n'y a pas de mouvement depuis. Je sais que certains députés pro-crypto sont en train de rédiger un nouveau rapport sur les crypto-monnaies, comme il y en a eu un juste avant la loi Pacte. Bon, malheureusement, certaines choses ont été suivies dans la loi Pacte, mais beaucoup n'ont pas été écoutées. Il y a eu des amendements par rapport à la loi qui ont été rejetés comme ça très rapidement. Ça se retrouve sur YouTube avec le député Personne. Le souci, c'est un peu ça. Il y a le lobby bancaire qui est très puissant et qui ne veut pas entendre parler jusqu'à présent des crypto-monnaies. Lors des dernières tables rondes avec la DAN, donc qui est l'association de développement des actifs numériques, où il y avait une sorte de concertation avec l'ensemble des acteurs crypto, les principaux acteurs de la régulation en France, donc l'AMF, la CPR et la Fédération bancaire française, voulaient écrire un texte commun sur les évolutions réglementaires à amener pour les cryptos. Donc ça va avec la réglementation dont sans doute certains ont entendu parler, les PSAN, les prestataires de services en actifs numériques. Et au final, la Fédération française bancaire a refusé de signer les documents, a fait un peu bande à part sur la fin en disant que de toute façon, faudrait plus de régulation sur les différents acteurs avant qu'elle accepte de signer quoi que ce soit. Ça, moi, ça me fait doucement rire, venant de la banque en plus, parce que quand on regarde les chiffres de blanchiment d'argent ou autre, ce qui est la part des cryptos est vraiment infime par rapport à ce qui s'est passé dernièrement. Je vais citer la Deutsche Bank par exemple, où c'était quasiment installé à l'intérieur de la banque. Donc au bout d'un moment, faut aussi faire la part des choses et on essaye d'aller tous dans le même sens et de favoriser l'économie au global et pas de freiner des deux pieds parce que ça empiète un petit peu sur leur plate-bande. Ouais. J'imagine qu'effectivement, il y a des forces qui s'opposent un peu. Il y a d'un côté les banques dont on peut comprendre que elles ont peur que finalement une grosse partie de leur business s'évapore puisque les choses se fassent via directement en décentralisé avec la DeFi pour la blockchain. Des gens qui pensent encore que c'est du blanchiment d'argent, donc j'imagine qu'il y a un peu de pression de lobby par rapport à ça.
puis la volonté aussi des gouvernements de gagner de l'argent tout simplement parce que c'est une recette au niveau des impôts pour pouvoir financer le pays. Et de l'autre côté aussi, la volonté quand même de donner à la France la chance d'avoir, on va dire la chance d'avoir une économie basée sur la blockchain qui est le futur, l'innovation, et que voilà, il faut aussi donner ça en change. J'imagine qu'il y a quand même pas mal de pression d'un côté et de l'autre. Tu vois d'autres forces importantes qui sont en train de s'opérer sur ce thème-là de la fiscalité crypto et qui vont peut-être finalement définir là où on va aller en termes de fiscalité, parce qu'après il faut se comparer aux autres pays, j'imagine. Mais le souci majeur, c'est la certaine ambivalence qu'il peut y avoir entre le discours Crypto Nation du ministère des Finances et puis dans les faits où suite à un pseudo-utilisation de Bitcoin par des terroristes. Alors je remets pas en question l'utilisation, hein. C'est juste que c'est complètement traçable. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on a pu retracer les transactions et mener jusqu'au terrorisme. Donc merci la blockchain. Mais à côté de ça, derrière, on impose encore plus de contrôle et de surveillance pour les prestataires français, qui en avaient déjà beaucoup avec donc l'agrément PSAN, et on leur en a remis une couche juste derrière à cause de cette peur hypothétique de blanchiment et de financement du terrorisme, alors que même les banques des fois ont un petit peu de mal avec ça, hein. C'est ça qui m'agace un petit peu, parce que du coup on sait très bien que là le cadre est posé. Depuis, on n'a pas eu d'évolution majeure. Est-ce que c'est lié à la faible acceptance par le public, la faible utilisation au final des crypto-monnaies? Je ne pense pas. Est-ce que c'est la fiscalité elle-même qui engrange ça? Je pense peut-être, parce que quand on regarde la fiscalité française, elle favorise pas l'utilisation des cartes crypto, qui pourrait être plutôt intéressante, mais au final, quand tu utilises ta carte crypto, même si tu payes en crypto, bon, la plupart du temps tu payes pas en crypto, il y a quand même un passage en fiat, mais dans l'imaginaire, même si tu venais à payer en crypto, c'est prévu dans les textes que si tu fais une cession contre un bien ou service, c'est un fait générateur d'imposition. Donc le fait d'utiliser ta carte bancaire pour acheter ta baguette, c'est un fait générateur d'imposition, et donc tu es taxé sur ta plus-value, sur le prix de ta baguette, quoi. Donc c'est compliqué à déclarer en fin d'année fiscale, au moment de déclarer. C'est injouable en France d'utiliser les cartes comme ça. Et je pense que du coup, finalement, il y a pas forcément de moteur au développement, mis à part les entreprises qui elles aussi ont des soucis parce qu'elles trouvent pas de banque pour se baquer en France. Et du coup, je pense que voilà, ça se développe pas au rythme qui permettrait que derrière il y ait suffisamment de mouvements pour induire des modifications de la fiscalité. On va avoir quelques redressements, mais on va pas en entendre parler. Ça va pas faire de jurisprudence publique. Et du coup, pour l'instant, depuis 2019, les textes restent tels qu'ils sont. Il n'y a pas d'amendement, il n'y a pas de... Là, le seul mouvement qu'on a, c'est que certains députés, vu que justement on sait qu'ils sont pro-crypto, ils sont sollicités. On leur dit, mais voilà, c'est pas possible. On propose du staking. Comment sont fiscalisés nos clients? On n'a pas les réponses. Les avocats fiscalistes sont pas forcément d'accord entre eux parce que c'est du droit, donc c'est sujet à interprétation. Les demandes de rescrits sont faites, mais vu que ce sont des rescrits généraux qui sont vraiment spécifiques à une situation fiscale, derrière, il n'y a pas de communication de l'administration. Donc, on reste dans le flou. Et je pense qu'on restera dans le flou, je pense encore cette fin d'année. Ensuite, il va y avoir les élections. Je peux me tromper, hein, mais ça m'étonnerait qu'on ait du mouvement avant 1 à 2 années. Et encore, si on en a. Là, j'ai vraiment l'impression que depuis qu'ils ont posé le cadre, voilà, pour le faible nombre de Français qui est exposé en actifs numériques, le cadre est suffisant, et s'ils font des choses plus compliquées, à eux de se débrouiller, de déclarer ça à peu près correctement pour pas se faire redresser. Je pense que c'est ça le message implicite de l'administration. D'accord.
Ouais, donc effectivement, ça veut dire qu'il faut quand même bien connaître le cadre parce qu'on en a encore, si on t'entend pendant encore une ou deux années. Et puis à côté de ça, comme tu l'expliquais au début, il y a eu peut-être un petit peu de d'indulgence de la part de l'administration fiscale sur le début des déclarations, qui forcément avec le temps ça va s'amoindrir. Donc c'est vraiment important qu'on sache comment déclarer. Et donc ça nous emmène un petit peu un petit peu au cœur de la discussion sur la fiscalité, et je voulais voir avec toi, enfin voilà, les cas concrets qui pourraient nous aider à justement à déclarer, ça sera pour l'année prochaine, mais pour déclarer toutes les activités liées à la crypto et être le plus possible dans les clous pour éviter un éventuel redressement. Peut-être commencer par te demander en fait quels sont les faits générateurs de fiscalité. Tu parlais tout à l'heure d'une utilisation d'une carte, mais quels sont les faits aujourd'hui principaux générateurs qui génèrent de la fiscalité quand on utilise la crypto en fait? Alors tout ce que je vais dire va concerner donc une activité occasionnelle. Alors, je vais commencer par ça parce que c'est souvent la question qui revient très très souvent sur mon channel et très très souvent sur les autres supports sur lesquels je participe. Quand est-ce qu'on est occasionnel? Quand est-ce qu'on est habituel? Des fois on dit pro, on se base sur ce qui s'est passé pour la bourse où il y a eu justement de la jurisprudence entre le boursicoteur occasionnel et celui qui était considéré professionnel. Cette jurisprudence s'applique pas du tout sur les cryptos. On est vraiment sur un caractère occasionnel de l'achat et revente d'actifs numériques. Donc c'est pas uniquement les cessions. Je vais définir ce que c'est la cession ensuite. Mais c'est bien l'achat et revente de crypto, que ça soit crypto-crypto ou crypto contre euro. Tout ça est pris en compte et c'est au cas par cas en fonction du volume, de la fréquence, du temps passé, je vais limite dire de la conjonction de la Lune, que vous allez être défini comme occasionnel ou habituel. Après, je veux dire que tout à chacun est capable de dire s'il est occasionnel ou habituel. Celui qui fait du DCA, qui fait un acte d'achat une fois par mois sur une crypto, j'aurais du mal à croire qu'il soit catégorisé habituel par le fisc. Ça pourrait arriver, mais c'est facilement justifiable derrière qu'il est occasionnel. Par contre, celui qui est exposé sur une cinquantaine de cryptos, qui passe des heures à faire des charts, qui fait des podcasts sur les cryptos, qui passe son temps sur les différents exchanges à trader, à faire du levier, à faire que sais-je, difficile pour moi de me dire oui, tu seras occasionnel. Donc voilà, même si c'est flou, si vous cherchez dans les textes, c'est simple, il n'y a pas la définition. Il y a une remarque qui va donner 2-3 indications, mais c'est vraiment sur le faisceau d'indices. Et de toute façon, les impôts sont déclaratifs, donc si le fisc trouve à redire sur votre déclaration, ça sera à vous de prouver que vous êtes occasionnel ou que vous êtes habituel. Et le grand changement entre les deux, c'est que d'un côté, quand tu es occasionnel, tu bénéficies des différents faits générateurs que je vais expliquer, mais tu bénéficies surtout d'un sursis d'imposition quand tu trades de crypto à crypto. Ça rentre dans un sursis. Ça veut pas dire que c'est pas imposé. Partout, je lis, si tu restes en crypto, t'es pas imposé. C'est faux. C'est un sursis. Ça veut dire que l'imposition sera différée. Tu peux trader autant que tu veux en crypto, mais le jour où tu vas repasser en euros, tous tes trades vont compter. La plus-value, elle se fait au global. C'est pas la dernière session, celle qui va te faire passer de crypto à euro, qui a à prendre en compte. C'est bien tout l'ensemble. Et ça, souvent, les gens ont un petit peu de mal à comprendre ça. Et donc ça, c'est vraiment pour l'occasionnel. L'habituel, tous les trades rentrent dans l'imposition. Et ça fonctionne un petit peu comme pour une entreprise, parce que c'est imposé en BIC, en bénéfices industriels et commerciaux, ce qui fait que là, tous les trades, chaque trade, même en crypto, ça rentre dans le calcul de ton chiffre d'affaires. Et c'est ce chiffre d'affaires qui sera taxé, et c'est ça la grosse différence. Et donc le cadre fiscal va vraiment considérer
que les occasionnels. Et les deux faits générateurs d'imposition pour les occasionnels, c'est la cession de crypto-monnaies, d'actifs numériques contre du fiat. Donc le fiat, c'est les euros, tout ce qui est monnaie légale, donc euros, dollars, yens, livres sterling, dollars canadiens. Tout ce qui est une monnaie légale, c'est du fiat. Et donc à partir du moment où tu échanges une crypto-monnaie contre du fiat, c'est un fait générateur d'imposition. Même si ces euros restent sur la plateforme sur laquelle tu as effectué cet échange. C'est vraiment le fait de transformer de la crypto en fiat qui génère l'imposition. C'est pas le fait de le rapatrier. Et souvent une question qui est très très fréquente, c'est je mets 1000 euros, la crypto, je change mes 1000 euros en crypto-monnaie. La crypto-monnaie fait par deux, donc j'ai 2000 euros en valorisation. Je récupère ma mise initiale, mes 1000 euros. Je suis pas imposé parce que je prends pas le bénéfice. Ça fonctionne pas du tout comme ça. Tu peux plus dissocier, vu que c'est vu au global, tu peux pas dissocier ta mise initiale de ta plus-value. Et donc quand tu retires forcément une partie de ta mise initiale et une partie de ta plus-value. Et donc toute cession est taxable. D'accord. Donc, sauf si excuse-moi, vas-y. Ouais, je rebondis là-dessus parce que pour être sûr d'avoir vraiment tout inclus. Donc la session, on parle de crypto à fiat, ou on parle aussi d'un paiement en utilisant les cartes de crypto finalement. Mais par exemple, si je passe d'un crypto en stablecoin, là on sera forcément redevable de fiscalité. Alors j'ai pas évoqué les stablecoins. Tu fais bien de préciser pour les paiements en carte crypto. Ça c'est le deuxième fait générateur. C'est bien écrit dans les textes que si tu fais une cession contre un bien ou service, sans avoir plus de définition dans les textes, mais globalement tu achètes une Tesla avec du Bitcoin, c'est une cession. Donc tu seras imposé sur ta plus-value à valorisation de la valeur de ta Tesla en euros. Les stablecoins sont vus comme des actifs numériques. Donc, ça fait depuis la loi Pacte que j'entends oui, mais l'année prochaine, ça sera fini. Personnellement, je n'y crois pas du tout. Le système qui a été mis en place est déjà suffisamment complexe pour ne pas le complexifier encore plus en considérant certains cryptoactifs comme du fiat et donc de générer des cessions. C'est comme depuis la loi Pacte, j'entends que le sursis d'imposition lorsque tu traites de crypto à crypto va disparaître. Pareil, ça a été mis en place, ça m'étonnerait que ça disparaisse parce que c'est déjà une usine à gaz. Si on perd le sursis, ça va être encore pire. D'autres pays le font, les États-Unis c'est comme ça, il n'y a pas cette histoire de sursis, mais vu la méthode de calcul, si on perd le sursis, ça va complexifier encore plus les choses, donc pour moi ça m'étonnerait. Donc effectivement, tu as une plus-value, tu veux la sécuriser, faut pas la ramener en euros, faut la placer sur un stable qui va permettre de bloquer la plus-value sans générer d'imposition. Et pour les cartes crypto, comme je le disais, la plupart du temps, ça induit une cession qu'on ne voit pas. Ça va payer en euros à partir des cryptos, donc il y a bien une cession. Et même si il y a un commerçant qui accepte le paiement en crypto, ça reste une cession contre un bien et donc un fait générateur d'imposition. Et pour ceux qui utilisent beaucoup la carte, ça peut vite être problématique parce que derrière, d'un point de vue déclaratif, faut déclarer chaque cession. Donc ça peut devenir sur une année très compliqué. D'accord, ouais, d'accord. Ouais, c'est pour ça, et on verra, mais c'est pour ça que d'un point de vue pratique, c'est mieux de passer tout un ensemble de cryptoactifs, une grosse valorisation en fiat, puisqu'après on a une opération à déclarer, c'est beaucoup plus simple que plein de petites transactions, quoi. Tout à fait. Si le but, dans sa gestion du risque, dans sa gestion des profits, on veut faire un retrait, on a diversifié sur plusieurs cryptos, on veut récupérer une certaine somme à partir de plusieurs cryptos. Le plus simple, c'est de faire des ventes en stable, d'avoir la somme globale en stable et de céder ce stable contre des euros. Ça fait qu'une cession à déclarer. Il faut garder une certaine traçabilité de ces trades.
l'administration fiscale pourrait demander des justificatifs, mais voilà, du point de vue déclaratif, il n'y a pas de justificatif, il y a juste un formulaire à remplir. Donc le plus simple, c'est effectivement de faire des conversions en stable et de ce stable de le transformer en euros. Une seule session, une seule ligne dans le formulaire déclaratif. D'accord. Ouais, c'est clair. Alors là, je vais te parler de quelques cas particuliers que j'ai lus pas mal dans les groupes et tu pourras évidemment en rajouter en fonction des questions que tu reçois également sur le chat. Mais voilà, on a par exemple la question sur la cession de fiat qui est immédiatement réinvestie en crypto. Est-ce que ça, c'est générateur d'impôts? On a aussi le paiement via la carte d'un ami. Et là, c'est peut-être un peu plus intéressant de creuser sur les sessions liées au minage staking. Tu vois, par exemple, dans le cas de airdrops, choses comme ça, qui sont finalement quand tu gagnes, voilà, parce que tu étais détenteur d'un coin, tu gagnes des coins en plus pour fidéliser, et ça s'appelle un airdrop. Et dans ces cas-là, voilà, comment ça fonctionne? Alors, on va commencer par le premier cas pratique sur la cession qui est directement réinvestie. À partir du moment où il y a cession en euros, même si c'est réinvesti derrière, c'est une cession. Et donc, nous, on conseille plutôt d'éviter de faire ça, quoi, de céder contre un stable et de réinvestir le stable. Parce que si c'est en euros, même si ça reste sur la plateforme, ça doit être déclaré. C'est un peu des côtés mal faits des textes. C'est que voilà, ça distingue pas ce qui reste sur la plateforme de ce qui est ramené sur le compte bancaire. Donc si c'est réinvesti, ça reste un fait générateur, malheureusement. Et donc si derrière c'est réinvesti sur un shitcoin qui se retrouve à zéro, eh ben faudra payer des impôts sur quelque chose qui vaut plus rien, malheureusement. Ouais, donc sur la partie session de crypto issue du minage par exemple, ou du staking, ou via des airdrops, comment ça qu'est-ce qui est fait générateur de fiscalité sur ces transactions-là? Eh ben là c'est plutôt flou. Alors pour tout ce qui vient du minage, c'est plutôt détaillé dans les textes. On a donc l'arrêt du Conseil d'État, donc que j'ai évoqué tout à l'heure, de 2018, qui donc a transformé l'imposition donc de cession occasionnelle de Bitcoin, de BNC vers les biens meubles, puis ensuite la loi Pacte. Mais ça a aussi recadré un peu le minage. Et donc le souci, c'est que les textes sont un peu différents de ce qui est détaillé dans le Conseil d'État. Le Conseil d'État parle aussi de BNC pour le minage, donc imposé aux bénéfices non commerciaux. Il faut savoir que les BNC, c'est aussi un petit peu la voiture balai de la fiscalité française, c'est-à-dire il y a des activités qui vont se retrouver dedans, il y a les droits d'auteur, mais il y a aussi le proxénétisme qui est dedans. Le minage, il arrive dans les BNC, si j'ai bonne mémoire, après les piégeurs de ragondins. C'est un truc, ça me fait toujours beaucoup rire. T'as toute la liste des différentes activités qui sont en BNC, et après les piégeurs de ragondins, tu as les mineurs de crypto-monnaies. Donc c'est en BNC, et la différence qu'il y a entre le texte et le conseil, ce qu'a statué le Conseil d'État. Pour le Conseil d'État, c'est BNC à la cession. Et beaucoup d'avocats fiscalistes sont pas forcément d'accord. Pour moi, ça reste une activité dite habituelle. Alors, j'ai lu plein de fois, hein, oui, mais moi je fais ça comme ça avec ma petite carte graphique, machin. Oui, mais la carte graphique, elle peut tourner H24 sans qu'on le sache. Tu vois ce que je veux dire? C'est lié à l'utilisation, mais c'est plus difficilement prouvable que ça va tourner que 2 heures par jour, que ça peut tourner comme des rigs de façon professionnelle H24, 7 jours sur 7. Donc pour moi, c'est plutôt de l'habituel. Si c'est de l'habituel, c'est plutôt du pro. Donc il faut avoir une structure qui va être imposée en BNC. Voilà, pour moi le minage, c'est vraiment ceux qui veulent en faire comme ça. J'aurais plutôt tendance à déconseiller, parce que après, du point de vue fiscal, c'est difficile à justifier, et en cas de redressement, faut monter une structure, et c'est compliqué. Pour moi, ça reste compliqué. Ceux qui ont vraiment du matos important, voilà, faut prendre un comptable. Tu vas pouvoir défalquer ton électricité, ton matériel.
gérer ta trésor pour aspect entreprise, quoi, vraiment de la gestion pro. Ça, c'est quelque chose que je maîtrise pas, hein, je le dis tout de suite. Mais voilà, le mineur occasionnel, c'est beaucoup plus flou. Alors effectivement, hein, ça peut passer dans la flat tax, mais s'il y a contrôle pour justifier l'origine des cryptos, ça vient du minage, BNC. Pourquoi ça passe dans la flat tax? Voilà, c'est il y a des choses dans les textes, mais c'est pas forcément complet. Alors pour celui qui est pro, il y a pas de souci, c'est clair. Pour celui qui est occasionnel, c'est flou. Et tu vas voir que c'est flou aussi pour le airdrop. Le airdrop, c'est pareil. Est-ce que faut le valoriser à 0? Est-ce qu'il faut le valoriser à la valeur au moment où tu le réceptionnes? Mais en tout cas, ça augmente ton portefeuille global. Donc pour moi, même si tu as beaucoup d'airdrop, ça va pas changer ton aspect occasionnel ou habituel. Si tu es occasionnel, tu peux faire beaucoup d'airdrop parce que tu détiens beaucoup de coins. Ça va pas te faire de toi un habituel. Par contre, le jour où tu vas vouloir les céder, tout dépend comment tu les valorises. Est-ce que tu les valorises à valeur de réception ou est-ce que tu les valorises à 0? Ça, c'est un peu le flou qu'il y a actuellement pour les airdrops. Et pour le staking, alors le staking là aussi c'est tout un programme parce qu'il y a le vrai staking et le faux staking comme pour les chasseurs. Les moins de 30 ans vont pas comprendre cette référence. Du coup, il y a le staking avec moi je vais dire le staking avec un K et le staking avec un C et un K. Le staking avec un K, pour moi, c'est le staking POS, Proof of Stake. Comme va devenir Ethereum, comme il y a Tezos ou la blockchain Elrond, qui sont des Proof of Stake. Et donc, le fait de bloquer des cryptos te permet d'obtenir des rewards. Alors, ce staking avec un K, donc Proof of Stake, pour moi, ça s'apparente au minage. Dans les textes, le minage est bien défini comme une activité où tu vas participer au réseau et le fait de participer à l'entretien de ce réseau, tu bénéficies en contrepartie de crypto-monnaies. Donc le minage, c'est contre une activité informatique, donc un calcul informatique, une puissance informatique. Pour le proof of stake, c'est le fait de déposer tes tokens et ce qui permet donc à faire la preuve d'enjeu. Et grâce à cette preuve d'enjeu, toi, tu vas récupérer des rewards. Donc, il y a une forte similarité entre les deux. Donc, j'aurais tendance à dire que le staking avec un K, ça s'apparente au minage et donc c'est du BNC. Mais la grosse différence du minage classique, vu que t'as pas besoin de matériel, difficile de voir une différence entre un occasionnel et, je vais dire, un pro qui aurait ses propres nodes pour faire la validation. Un validateur qui a tout le matériel et qui gère la validation, c'est différent de celui qui a juste placé 1000 € en crypto et qui obtient sa petite reward. Donc là, c'est grosse zone de flou sur le staking avec un K. Le staking, donc CK, donc c'est tout ce qui est pour moi génération d'intérêt en bloquant des cryptos. Donc c'est en anglais c'est de learn ou du lend. Là, c'est pareil. Tu obtiens des intérêts, donc c'est une forme de revenu, mais pas parce que tu participes au réseau, c'est juste parce que tu as bloqué des cryptos et que ces cryptos vont être réutilisés par la plateforme et que ça va générer des intérêts. Donc ces intérêts, c'est une forme de revenu, donc c'est complètement différent d'un achat-revente de crypto. Donc pour moi et pour certains avocats fiscalistes, ça rentre pas dans le texte le 150 VH bis que j'ai déjà cité, qui concerne l'achat-revente d'actifs numériques. Là, tu as un revenu d'intérêt en crypto. Donc, pour certains, ça va rentrer dans la fiscalité des intérêts à l'étranger. Et donc, une déclaration spécifique, annuelle, en valorisant les intérêts que tu as reçus sur l'année fiscale. Alors, le gros souci de ça, c'est que toi, si tu les laisses sur ton wallet, ces intérêts, finalement, tu ne les touches pas. Et la crypto, avec la volatilité, elle peut se casser la gueule alors que tu auras payé des impôts dessus. Tu peux risquer de payer plus d'impôts que la valorisation de tes intérêts.
Donc il y en a beaucoup qui ont posé la question directement à leur centre des impôts. Et le souci, c'est que la réponse du centre des impôts, tu peux pas l'opposer à l'administration. C'est une réponse informative. C'est pas comme un rescrit que j'ai déjà évoqué, où vraiment là, l'administration fiscale donne son avis sur ta situation fiscale propre. Quand tu échanges avec ton centre des impôts, c'est un échange informatif. Donc quand tu poses la question bonjour monsieur des impôts, je fais du staking, donc je place des cryptos, donc staking CK. Je fais du staking, j'obtiens des intérêts en crypto, comment est-ce que c'est imposé? La plupart du temps, quand le centre des impôts se trompe pas, c'est déjà arrivé, ils font un copier-coller du 150 VH et donc pour le centre des impôts, c'est la flat tax qui s'applique quand il y a une cession en euros et donc ces intérêts générés seraient imposables seulement si tu les transformes contre des euros. Mais voilà, pour moi c'est un peu bancal parce que la fiscalité aime bien les cases. Donc le texte, le 150 VH bis, ça concerne bien l'achat-revente d'actifs numériques. L'obtention d'intérêts en bloquant des cryptos, pour moi ça rentre pas dedans. Donc citer ce texte-là, c'est pas forcément conforme à la fiscalité. Mais si le centre des impôts te donne cette réponse-là, bah toi, bêtement, tu vas suivre ce que va te dire le centre des impôts et donc beaucoup ne déclarent pas leurs intérêts générés. D'accord. Ouais, non, parce que pour moi, le staking dans ce cas-là, enfin les intérêts revenus du lending par exemple, pouvaient aussi on va dire, s'apparenter au airdrop, même si le airdrop c'est pas aussi régulier que les revenus que tu touches des intérêts sur des tokens bloqués, mais c'était aussi quelque chose, voilà, où tu l'as pas à un moment T et tu l'as à un moment T plus 1, et donc il faut, si tu le cèdes, le déclarer aussi. Mais peut-être qu'effectivement, par rapport au caractère régulier, par rapport on va dire à la nature même, puisqu'il y en a un c'est du lending, l'autre on sait pas le airdrop quand ça tombe, peut-être que par rapport à ces formes-là, finalement c'est pas considéré de la même manière en fiscalité. Mais du coup sur ces aspects-là, tu conseillerais de faire quoi sur ces trois aspects-là, en fait, ces trois transactions, types de transactions, de considérer comment? Typiquement, tout dépend de son portefeuille. Je pense pas que, après, je te le dis, je maîtrise moins les airdrops. C'est pas une question qui est très très fréquente parce que souvent, quand il y a des airdrops, la valorisation du coin obtenu n'est pas forcément énorme de prime abord. Et du coup, il y a une grosse différence avec le lending ou l'earning où tu peux placer des sommes très importantes et avoir un véritable revenu mensuel, enfin même à la seconde. Il y a certaines cryptos, c'est comme ça, des revenus vraiment très importants. Et du coup, c'est vrai que la question se pose quand les revenus sont très importants. Est-ce que je les déclare que lorsque je cède? Ben voilà, c'est un revenu. Donc c'est pas de l'échange de crypto là. Quelle est la fiscalité? Donc pour ces personnes qui auraient des revenus importants en crypto par rapport à leurs revenus réguliers, je pense que là vaut mieux se baquer et se tourner vers un avocat fiscaliste. Même si le coût est important, je pense que au moins on est sûr que l'argent qu'on va récupérer, c'est validé par l'administration fiscale et on risque pas un redressement derrière. Surtout si les sommes sont importantes. Si les sommes sont dérisoires, alors je dis pas qu'il faut pas déclarer ou ce genre de choses, hein. J'ai plutôt le discours complètement inverse. Si toute la communauté crypto fait bien les choses au niveau du fisc, on sera les moins embêtés du monde, clairement. Mais voilà, sur des petites sommes, faut pas se leurrer, c'est pas l'œil de Bercy va pas se tourner vers vous pour 200 € d'earning mensuel. Clairement, faut pas se leurrer, hein. Le contrôle des particuliers, c'est vraiment quelque chose d'infime par rapport au contrôle des professionnels. Et pour les particuliers contrôlés, systématiquement, ce sont des gros patrimoines. Et ce que j'entends par gros patrimoine, c'est des revenus supérieurs à 250 000 € annuels. Et en patrimoine stock, c'est de mémoire 1,2 million ou 1,3 million. Donc vraiment des gros patrimoines. Après, c'est sûr, vous êtes au RSA, vous faites un cash out de près de 100 000 €.
vous le déclarez pas, le fisc va le voir. Il va y avoir une décorrélation entre votre déclaration automatique et votre niveau de vie. Ça va se voir. Clairement, ça va se voir. Ils ont les algorithmes pour, ils ont la surveillance pour, ça se voit. Donc le risque de redressement derrière, voilà. Mais à côté de ça, sur des petits montants, voilà, faut pas non plus s'inquiéter. Le risque, effectivement, c'est le contrôle, mais le redressement, c'est bien des étapes après le contrôle. Des fois même, on est contrôlé, on ne le sait pas. Il y a un contrôle sur la déclaration, et regarde les années antérieures, si tout colle, il n'y a pas de souci. J'ai quelques retours de contrôle liés aux cryptos, mais c'est infime et très peu sont communiqués. Il y a quelques cas effectivement de requalification automatique, donc de occasionnel en habituel. C'est ce que j'ai eu le plus écho parce que le cash out est important par rapport aux revenus. Apparemment, certains centres des impôts requalifient automatiquement en habituel. Après, c'est un échange avec l'administration pour justement prouver que vous êtes occasionnel. Et apparemment, ça se passe bien. J'ai pas de retour autre que ça se passe mal. Ça commence par un échange. Après, il faut prouver s'il y a besoin. Des fois, ça se limite à l'échange. Et seulement bien après, il y a le risque du redressement. Ouais, d'accord. Et on rappelle la conséquence si tu passes en habituel, c'est que toutes les transactions crypto sont fiscalisées, donc ça veut dire que c'est ça la principale. Ouais, c'est ça. Et puis conséquence. tu passes en BIC qui a sa fiscalité propre. Il faut monter une structure, il faut faire de la comptabilité, comme préfèrent certains traders pro quand ils montent leur SASU. Donc on passe vraiment sur quelque chose de pro. On perd le sursis d'imposition, il faut tout recalculer, ça remonte à plusieurs années, donc on peut avoir un rattrapage assez conséquent. Donc c'est vraiment quelque chose à pas négliger, quoi, et vraiment à essayer de se faire aider si on se rend compte que on arrive à faire du profit. Je pense que ça c'est la première chose, et puis qu'on aime ça, de se dire voilà, faudrait peut-être que je pense à passer pro pour éviter le bâton fiscal à la fin. Celui qui trade comme ça un coup de temps en temps, je peux pas donner il y a pas de seuil justement, c'est volontairement flou par le fisc pour éviter ce qu'on appelle les effets d'aubaine. Parce que t'imagines que si on disait si vous faites plus de 100 trades par an, vous êtes considéré comme habituel. Tout le monde ferait 99 trades. c'est ça un effet d'aubaine, c'est que on se mettrait juste en dessous du seuil pour pas passer le seuil. Donc c'est volontairement flou, c'est volontairement au cas par cas. Il y aurait des requalifications automatiques en cas de cash out important. Ça veut pas dire par là qu'il faut ce qu'on appelle saucissonner, ça veut dire faire plusieurs petits cash out pour essayer de passer entre les mailles. Le fisc c'est faire des additions, donc pas de souci pour ça, ça sert à rien. Voilà. La seule chose effectivement qui peut être faite, même si ça peut paraître dérisoire, c'est que si vous voulez récupérer des fonds, quand on est occasionnel, il y a jusqu'à 305 € annuels qui peuvent être retirés, peu importe la plus-value, sans que ça soit imposé. Donc il faut le déclarer, mais c'est pas imposé, c'est une exonération, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'imposition jusqu'à 305 €. Donc tout ce qui est en dessous de 305 € de CD, donc crypto vers euros, ce n'est pas imposé. C'est-à-dire que tous les ans, on peut sortir 300 € sans être imposé dessus. Alors ça peut paraître dérisoire, mais ce que j'ai tendance à dire, c'est que si on était 40 millions de Français à détenir des cryptos et que tous les ans on sortait 300 € sans payer d'impôts, ça fait une belle somme qui n'est pas imposée. Donc, faut toujours essayer de voir un peu plus loin, voir le côté positif des choses. Voilà, on nous offre 305 €, enfin 304, parce qu'il faut pas être à 305, 304 €. On prend les 304 €, clairement. Ouais, tout à fait. Et sur le calcul de l'impôt en lui-même. Ouais, vas-y. Alors, l'expliquer à l'oral, c'est ultra compliqué. Le plus simple. Et là, c'est d'expérience que je parle quand on essaye d'expliquer comment ça fonctionne, c'est de voir directement comment on déclare sa plus-value.
Donc c'est sur le CERFA 2086. Et donc sur ce CERFA, il y a différentes cases, donc la date de cession, la valeur globale du portefeuille, ainsi de suite. Et avec ces cases, ça permet de faire le calcul. Le calcul, si je dois le simplifier, c'est le calcul de la plus-value qui va se faire entre les euros que tu auras transformés en crypto, donc ce qu'on appelle le cash-in, et le ratio par rapport à ton cash-out. Donc à l'oral comme ça, c'est imbitable, mais voilà, en gros, ton portefeuille, il est fait à la fois de tes cash-in et à la fois de ta plus-value. Quand tu vas faire un cash-out, c'est forcément une fraction de ton cash-in et une fraction de ta plus-value, sauf si bien sûr tu retires l'intégralité de ton portefeuille. Et sur ce calcul de la plus-value, tu seras taxé à 30%. C'est 30%, c'est 12,8 d'impôt sur le revenu et 17,2 de contribution sociale, de cotisation sociale. Et pour ceux qui se poseraient la question de savoir comment ça fonctionne, je peux conseiller un article qui est très facile à trouver, qui est sur bitcoin.fr, qui s'appelle une simulation de déclaration de plus-value de la vente d'actifs numériques. Vous mettez bitcoin.fr simulation de déclaration, vous allez forcément tomber dessus. Ça reprend le CERFA 2086 avec les différentes cases et ça montre comment le remplir. Et du coup, comment faire le calcul avec des petites annotations pour comprendre pourquoi dans cette case-là il y a autant, pourquoi dans cette case-là il y a autant, et ils se font un petit exemple avec des achats de différentes crypto-monnaies à différents moments, et ça montre bien comment on valorise le portefeuille global, comment on détermine les cash-in, comment on détermine la fraction de capital initial dans le prix de l'acquisition, dans le prix total d'acquisition. Quand tu fais des cessions successives sur une année fiscale, petit à petit, tu manges ton cash-in, et donc il faut calculer la fraction de cash-in que tu as mangé d'une cession sur l'autre pour pouvoir faire correctement le calcul. Et donc ça, l'expliquer à l'oral, d'ailleurs ce que je viens de dire, je suppose que 3/4 des auditeurs ont rien compris, avec un exemple chiffré et posé dans les bonnes cases du formulaire, je trouve que c'est beaucoup plus digeste. Ouais, non, tout à fait. Et t'as raison. Et je pense qu'on le mentionnera dans les notes de l'épisode, ce lien pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus tangible et de concret sous les yeux quand on s'adresse sur cette section-là. Est-ce qu'on peut évoquer peut-être juste l'idée des moins-values, parce que est-ce que la moins-value vient déduire les plus-values? Alors tout à fait. Typiquement, ou est-ce que la moins-value est juste neutralisée? Ouais, tout à fait. Alors c'est souvent aussi quelque chose qui revient très très souvent. Le gros défaut de la loi actuelle sur les cryptos, c'est que les moins-values ne sont pas reportables. Et souvent les gens s'arrêtent là et se disent les moins-values, elles n'existent pas. En fait, si, mais pour l'année fiscale en cours. Et donc, il faut, entre guillemets, valider cette moins-value. Ça veut dire que, en gros, tu vas avoir un coin qui en baisse, donc ça diminue ton portefeuille global, mais si tu cèdes ce coin en fin d'année pour en racheter derrière, contre des euros, finalement, tu vas induire dans le calcul une moins-value. Et cette moins-value va donc venir réduire ta plus-value globale. Même si derrière, donc tu fais ça le 30 décembre et le 2 janvier, tu rachètes ce coin parce que tu te dis finalement là il a baissé depuis 2 mois, mais je suis sûr que dans 2 mois il est remonté. Donc il faut valider entre guillemets sa moins-value par une cession. Et ça rentre bien dans le calcul. Oui, les moins-values sont pris en compte, mais seulement celles de l'année fiscale, donc du 1er janvier au 31 décembre de l'année d'avant, parce qu'on déclare toujours l'année d'avant. Là, on est en 2021, on a déclaré les revenus de 2020. Donc, il aurait fallu faire une cession l'année passée et puis valider et racheter en début 2021 le coin qu'on espère qui remonte. Mais les moins-values sont à utiliser quand on en a, effectivement.
mais elles sont pas reportables. C'est-à-dire que si vraiment on a un coin qui se casse la figure, bah, l'année suivante, c'est fini, ça repart à zéro. D'accord, ouais, donc c'est juste un one shot, quoi. C'est ça. Ok. Non, c'est très clair. Par rapport aux outils, peut-être, parce évidemment, il faut quand même pouvoir justifier tout ça, toutes les transactions qui se passent. Qu'est-ce que tu conseillerais sans perdre forcément la tête de pouvoir maintenir de façon vas-y régulière pour pouvoir voilà après afficher quelque chose, quoi, les preuves de virement, valorisation du portefeuille, etc. Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors le plus simple à prouver, c'est les cash-in, donc ce qu'on a envoyé sur les plateformes, c'est les relevés bancaires. Pour les transactions, régulièrement faire des extractions, donc selon les plateformes, c'est en PDF, en fichier compatible Excel, en ce que vous voulez. Mais voilà, le faire régulièrement pour justement avoir un suivi en cas de besoin. Le but, c'est pas non plus d'avoir une traçabilité exacte et toute prête. La justification, elle viendra qu'en cas de contrôle. Et comme j'ai déjà dit, les contrôles sont rares. Donc, il faut garder les données, mais il faut pas forcément les mettre en page. Si tu vois, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, les relevés bancaires, les fichiers des exchanges, et après pour tout ce qui touche à la finance décentralisée, souvent c'est un peu plus compliqué de suivre. Des screens, ça peut fonctionner quand on fait le dépôt, et voilà, on garde une trace de ce qu'on a déposé, de ce qu'on obtient, et essayer par tous les moyens possibles de vous rappeler ce que vous avez fait. Alors je sais que c'est pas forcément évident, et souvent quand ça devient pas évident, c'est qu'on tend un petit peu vers le côté habituel. Donc voilà, on en revient toujours à la même question. Est-ce que je suis occasionnel? Est-ce que je suis habituel? Est-ce que je me professionnalise ou pas? Donc c'est vraiment la réflexion, je pense, qu'il faut avoir par rapport à ça. Si noter sur un petit cahier c'est suffisant, je pense que voilà, on est plutôt occasionnel. Quand on commence à devoir prendre plusieurs heures régulièrement pour s'y retrouver, faites attention là. Le fisc pourrait vous voir comme des habituels. Ouais, tout à fait. Et quand on prend une copie d'écran, par exemple, d'une transaction crypto à crypto, il faut systématiquement aussi prendre le même jour une copie d'écran de la valorisation du portefeuille, non, parce qu'elle est aussi utilisée dans ce cas-là. Alors c'est possible. Après, il y a pas mal d'agrégateurs qui ont des historiques et qui permettent de retrouver la valorisation de la crypto le même jour. Alors je sais qu'il peut y avoir de fortes variations sur une même journée, mais on fait avec les outils qu'on a. Et si on a tradé le 1er septembre, voilà, on regarde la valeur du 1er septembre. On va pas, du moins je ne pense pas, hein, je suis pas à la place du fisc, mais ça m'étonnerait qu'on demande la valeur à la seconde près. Mmh. Certes, faire un screen, c'est utile, mais après voilà, il y a des agrégateurs qui permettent de connaître la valorisation de son portefeuille. Moi, c'est plutôt quelque chose que je conseille, c'est de mettre tous ces achats et d'essayer d'être le plus exact possible dans un agrégateur, et le jour où on fait une session, l'agrégateur affiche la valeur du portefeuille global, et donc on l'a le jour, le moment où on fait la session, quoi. Ça, il suffit de faire un screen, effectivement, et on a la valeur de son portefeuille au moment précis, quoi. Ouais. Ok. Donc, et donc la fiscalité des cryptos, comme la fiscalité de manière générale, il y a des saisons aussi. Donc, en fait, on déclare pour l'année d'avant jusqu'à mars-avril, et puis on apprend la douloureuse autour d'août-septembre. J'imagine pour la crypto, c'est la même chose. Est-ce que Tout à fait. Et finalement, cette année a été aussi, comme on disait, en fait, un peu une année test où il y a eu pas mal de mouvements, parce que les positions de la valorisation ont pas mal augmenté, donc il y a pas mal de gens qui ont fait des cash out. Donc il y a eu une grosse vague assez intéressante que tu as pu accompagner cette année, les déclarations sur les activités 2020. Quel est pour toi tes enseignements, les erreurs principales peut-être que les investisseurs ont commis sur cette saison-là, et possiblement les conseils, les conseils qu'on peut en tirer? Le point le plus fréquent, c'est
des questions sur la déclaration des comptes d'actifs numériques détenus à l'étranger. Donc d'un point de vue déclaratif, on a 2 choses à faire. Principalement, c'est déclarer ces comptes d'actifs numériques détenus, ouverts, fermés à l'étranger et déclarer, quand on a fait une cession ou qu'on a acheté un bien ou un service, sa plus-value pour que la flat tax soit calculée sur cette plus-value. Donc c'est vraiment ça les 2 obligations déclaratives qu'on a. Le risque principal, pour moi, ça vient de la non-déclaration des comptes d'actifs numériques. Pourquoi ? Parce que le fait de pas déclarer un compte d'actifs numériques ouvert, détenu, fermé à l'étranger, c'est 750 € par compte par année de non-déclaration. Et si sur ce compte, il y a plus de 50 000 € valorisés, ça passe à 1 500, avec un plafond à 10 000 € d'amende. Donc, je trouve ça dommage pour quelque chose qui va assez vite. Il y a un formulaire dédié qui, depuis cette année, est directement intégré à la déclaration. Bon, il est pas pratique du tout parce qu'on peut pas mettre son adresse mail, c'est compliqué. J'espère que l'année prochaine, ça sera mieux, mais voilà. Ça prend un peu de temps à le remplir. Normalement, maintenant, il va être enregistré. Il faut se dire qu'avant, moi, je le faisais même avant qu'il le demande, vu que j'avais déjà des comptes détenus à l'étranger. Donc, pour moi, ça paraissait logique de rajouter mes comptes crypto. Enfin bref. Maintenant, ça va être directement enregistré et il y aura juste à mettre à jour d'année en année. Ça veut dire que si on a fermé son compte Coinbase, quand on ouvrira, quand on aura accès à sa déclaration, donc en avril-mai 2022, qu'on a fermé en 2021 son compte Coinbase, on va retrouver la déclaration qu'on a fait donc l'année d'avant et sur la ligne Coinbase, on pourra cliquer sur une case et mettre fermé avec la date, tout simplement. On n'aura plus à tout retaper comme c'était le cas avant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est revenu le plus souvent sur le channel. Comment est-ce qu'on déclare les comptes? Quelles sont les adresses? Ah, mais c'est compliqué. Ah, mais ça marche pas. Ah, mais si, ah, mais ça. Alors que pour moi, c'est le risque. Le jour où le fisc va se dire, bon, tiens, on va contrôler les comptes d'actifs numériques, ils vont toquer à la porte d'un exchange et dire, voilà, vous me filez l'adresse de tous les contacts des ressortissants français. Le risque, il est là. Et ça concerne bien que les exchanges qui sont à l'étranger. Ça veut dire que si vous avez des comptes chez un prestataire français, vous n'avez pas besoin de le déclarer sur ce formulaire. C'est vraiment bien les comptes d'actifs numériques détenus, ouverts, fermés à l'étranger. Et ça, c'est vraiment la première obligation déclarative. Et c'est le premier biais, première remarque que j'ai eue. Après, c'est vrai que sur le deuxième aspect déclaratif, la plus-value, on a énormément de questions sur le calcul de cette plus-value. Et souvent, le souci, c'est ça, c'est j'ai déposé 1000, c'est passé à 2000, je récupère 1000, c'est pas de la plus-value. Si, il y a de la plus-value dedans, c'est juste que tu prends 50% des deux, faut faire le calcul et faut déclarer. J'ai retiré 300 €, c'est en dessous du seuil d'exonération, j'ai pas à déclarer. Si, faut déclarer, même si ça fait partie de l'exonération, il faut déclarer pour poser le calcul de la plus-value, même qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, c'est pas imposé, mais il faut faire le calcul quand même. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Après, toutes les questions sur autre chose que de la cession simple, donc le staking avec un K, CK, le lending. Ce qui est beaucoup aussi venu cette année, c'est comment sont fiscalisés les prêts en crypto-monnaie. Tu nantis des cryptos, donc il y a Nexo et Celsius qui font ça. Il y a d'autres plateformes aussi, mais c'est celles qui sont le plus souvent revenues. Tu places des cryptos et tu obtiens des euros. Est-ce que c'est fiscalisé ? Dans les textes, effectivement, ça apparaît pas, mais d'un certain côté, tu cèdes des cryptos contre un service, donc c'est fiscalisable. Apparemment, certains influenceurs auraient dit que c'était un bon moyen d'éluder la fiscalité. Pour moi, je suis pas d'accord. Il y a des nouveautés avec les cryptos, mais d'un point de vue financier, ça reste de la finance classique avec des prêts, avec des intérêts, etc. Donc, c'est des choses que le fisc connaît déjà. Le prêt emprunt de titre, c'est un peu la même chose. Tu vas bloquer des titres et tu vas récupérer des euros. Il y a le crédit lombard aussi qui fonctionne un peu de la même manière. Donc ça, c'est des choses qui sont
connu par le fisc et se dire ouais c'est bon, j'ai placé mes cryptos sur une plateforme, elle m'a filé des euros, je suis pas imposé. Si vous retirez plusieurs centaines de milliers d'euros, le fisc va le voir et va poser des questions. Donc voilà, ça reste flou d'un point de vue déclaratif. Ok, les sommes sont importantes, avocat fiscaliste. Pour moi, c'est même si ça a un coût, au moins on est sûr derrière d'être clean du point de vue de l'administration. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est revenu très très fréquent. Et puis le calcul aussi du portefeuille global, parce que dans les textes, du coup, ça parle du portefeuille global. Est-ce que c'est juste pour la crypto qu'on cède? Est-ce que c'est toutes les cryptos qu'on a sur la plateforme? Est-ce que c'est toutes les cryptos qu'on a, toutes plateformes confondues et tout wallet confondu? Oui, c'est tout confondu. C'est vraiment toutes les cryptos qu'on a. Airdrop, cashback, tout, que ça soit sur des exchanges ou que ça soit sur des cold wallets planqués dans un coffre en Suisse. C'est vraiment le portefeuille global. Et ça aussi, c'est quelque chose qui fait peur à certains, c'est de se dire « Oh mon Dieu, j'ai pas beaucoup de revenus et j'ai fait une session malheureuse et je vais devoir mettre que j'ai des dizaines de milliers d'euros de crypto. » Pour moi, le fisc s'en fiche. Si vous faites votre déclaration correctement, je sais même pas s'ils vont regarder la ligne. Sincèrement, si le calcul, les montants sont cohérents, je sais même pas s'ils regardent. Ça doit être informatique. Si vous allumez pas de lumière rouge, que vous ayez 10, 15, 20 000 en crypto, le fisc s'en fiche. Il y a pas de, c'est pas ça qu'ils regardent quoi. Souvent on a un peu un biais par rapport à ça, mais il y a beaucoup de Français qui ont des grosses assurances vie sans pourtant avoir de gros revenus parce qu'ils ont hérité, parce qu'ils ont vendu leur résidence principale. C'est quelque chose qui est très fréquent en gestion de patrimoine et c'est pas pour autant que le fisc les surveille. Pour moi, c'est pareil pour les cryptos. Vous pouvez avoir un gros portefeuille en crypto et de faibles revenus. Pour moi, il n'y a pas de risque fiscal à proprement parler. D'accord, ok. Non, bah c'est très clair. On arrive un petit peu sur du coup sur la fin de ce podcast. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme ressources auprès des gens, connaître avoir un peu plus d'informations sur ce sujet-là en fait, des choses à écouter, à lire, à voir. Alors à lire, faut aimer la fiscalité, faut lire les textes, essayer de les comprendre, de les appréhender, et c'est pas forcément évident si on n'a pas fait de droit. Ce qui est très fréquent sur le channel, c'est des erreurs d'interprétation ou quelqu'un qui a lu de façon parcellaire un texte qui souvent en renvoie à d'autres et du coup voilà qu'il n'y a pas toutes les informations. Ça reste quelque chose d'assez abscon et parfois assez obscur. Il y a pas mal d'articles qui circulent sur le net. Moi, j'ai tendance à déconseiller les articles même de presse spécialisée crypto, parce que souvent, ce sont des gens qui sont pas fiscalistes. Donc, quand ça émane d'un cabinet de fiscalistes, oui, je vais citer Orwell Avocat. Ils ont un blog, donc c'est ORWL. Ils ont un blog où justement il y a des éléments qui sont intéressants. Je crois que Marc Usan aussi a un blog avec des sections commentaires très fournies. C'est plutôt intéressant à lire. Voilà, plutôt s'orienter vers des avocats, vers des fiscalistes sur le web. Après, il y a le channel Telegram. On est le seul et l'unique à ne traiter que la fiscalité des cryptos, sans avoir d'attache commerciale avec quiconque. Donc, j'ai peut-être cité des plateformes ou autres. Alors, on n'a aucune attache avec eux. J'ai aucun lien commerciaux avec qui que ce soit. C'est vraiment pour le coup purement altruiste, même si de nos jours c'est difficilement concevable. Après, en termes de ressources, il y a aussi les prestataires de services qui permettent d'aider à la déclaration. Donc, c'est des services payants. Je vais citer donc Walsio, qui a fait un très très bon deux très bons livres blancs sur la fiscalité. Là, c'est vraiment quelque chose pour ceux qui s'y intéressent, qui est très clair et qui est très explicatif. Et donc Walsio, c'est une start-up française. J'ai participé à la relecture du deuxième livre blanc. C'est vraiment un petit peu ce qui se fait de mieux parce que du coup, vu qu'il y a des zones de flou, il donne bien les différents points de vue.
Après, c'est vraiment à l'utilisateur de faire son choix, entre guillemets. Mais voilà, précise bien, là c'est flou, on peut faire ça, ou on peut faire ça, ou on peut faire ça. Et je trouve ça vraiment réel, quoi. Et on peut pas prendre parti parce que c'est sujet à interprétation. Donc eux, forcément, ne se mouillent pas, mais donnent différentes pistes. Après, à l'utilisateur de faire son choix. Donc il y a Walsio, il y a aussi Coconut. Alors Coconut, c'est une équipe française derrière, mais ils sont backés par un gros cabinet et ils sont basés aux États-Unis. Donc là aussi, ils ont fait pas mal sur leur site internet, dans la section aide, pas mal de détails. Voilà, faut aller gratter un petit peu partout pour se faire une idée de la fiscalité. J'ai pas trop parlé justement de ces différentes aides payantes. Je pense qu'elles s'adressent vraiment à ceux qui sont perdus, qui n'y comprennent rien, qui se sont lancés là-dedans et qui se disent mince, mon portefeuille est en train de grossir à vue d'œil, comment ça va se passer pour les impôts. Essayez d'abord de vous renseigner par vous-même. Si vraiment vous comprenez rien, déjà essayez les aides gratuites, les channels ou autres. Ensuite, passez à la solution payante si vraiment vous en éprouvez le besoin. Et après, vraiment pour les gros portefeuilles fortement exposés, avocat fiscaliste, pour moi, ça reste la solution la plus sûre. Ok, parfait. Bon bah super, bah écoute, merci beaucoup Jimmy. Pour les gens qui veulent te retrouver, donc tu as cité le chan Telegram, j'imagine que c'est là que le point de contact principal que tu conseillerais pour... Tout à fait. Faut pas hésiter à venir, à poser des questions, même à m'interpeller en DM. Je suis la plupart du temps disponible et puis je réponds aux questions sans problème. Je suis aussi sur Facebook. Je réponds sur le forum de Maître Raccoon. Alors c'est plutôt un groupe dédié aux débutants. Alors le nom peut paraître un peu bizarre. J'aime beaucoup ce groupe parce que il y a beaucoup de gentillesse, de sympathie vers les débutants. Il n'y a pas de questions bêtes. Si un membre du groupe fait une réponse sarcastique à un débutant, tout de suite il se fait modérer. On essaye vraiment de garder une bienveillance. Surtout que le groupe a fortement grossi, plusieurs milliers de personnes sur ce groupe, plutôt actifs justement. Et du coup, moi j'essaye de répondre dès qu'il y a des questions sur la fiscalité de façon claire et précise. C'est vraiment sur les deux supports sur lesquels des questions peuvent être posées et où je réponds de façon régulière. Super. Et ben, on mettra tout ça dans les notes. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui, Jimmy, et puis pour ton éclairage sur ce thème-là. Puis je te dis à très bientôt sur les réseaux alors. Ça marche. Merci beaucoup à toi et puis aux auditeurs, n'hésitez pas à vous faire aider, à poser des questions. Super. Merci beaucoup, Jimmy. À bientôt. À bientôt. Salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et fait de toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast auprès de ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci encore beaucoup pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!